Maman, on a trouvé un endroit parfait pour toi. Tu vas voir, c'est très bien tenu, le personnel est adorable et tu seras entourée. On reviendra te voir tous les week-ends, c'est promis. Voilà ce que mes enfants m'ont dit ce dimanche d'octobre, 4 heures après m'avoir proposé une promenade en voiture. 4 heures. C'est le temps qu'il leur avait fallu pour traverser Paris depuis le 17e arrondissement où j'habitais, traverser la banlieue, puis les zones pavillonnaires, puis les chemins de campagne, jusqu'à cette bâtisse grise au bout d'une route sans nom, quelque part entre Pontoise et l'oubli. L'odeur du lieu m'a frappée avant même de descendre de voiture. Cette odeur d'antiseptique mêlée à quelque chose de plus vieux, de plus triste, que les produits ne réussissent jamais vraiment à couvrir. L'odeur des fins de vie stockées. J'avais 69 ans. Je marchais sans canne. Je lisais sans lunettes, sauf pour les tout petits caractères. Je faisais encore le marché seul le mardi matin, place des Batignolles, et je rapportais mes sacs à pied jusqu'au 4e sans ascenseur. Mes mains tremblaient un peu depuis 1 an. Juste un peu. On est sorti de la voiture. Mon fils Bertrand tenait la portière. Sa femme Delphine gardait les yeux sur son téléphone. Ma fille Nathalie souriait d'un sourire que je ne lui avais jamais vu. Un sourire de brochure, de sourire préparé, et j'ai compris avant même qu'ils ouvrent la bouche. On comprend ces choses-là. On les comprend dans le ventre. Ils ont parlé longtemps. Des mots comme sécurité, encadrement médical, qualité de vie, tranquillité d'esprit. Leurs mots, pas les miens. Ils avaient visité l'établissement 2 semaines plus tôt, sans me le dire. Ils avaient déjà signé les premiers documents d'admission. Ils avaient déjà parlé au médecin coordinateur. Tout était décidé. La promenade n'était pas une promenade, c'était un transfert. Je n'ai rien dit. Je les ai regardés parler tous les 3, debout devant cette façade grise avec ses jardinières de pensées violettes qui tentaient de donner l'illusion d'un choix. Et j'ai pleuré. Pas des sanglots, pas du théâtre. Juste les larmes qui viennent quand quelque chose de très ancien et de très profond se brise sans bruit. Ce que je ne savais pas encore, c'est que ces larmes seraient les dernières que je verserais pour eux, et que dans exactement 1 an, quand ils reviendraient enfin me voir, ils trouveraient quelque chose sur la porte de ma chambre que personne n'avait prévu. Pour comprendre comment j'en suis arrivé là et comment j'en suis sorti, il faut que je vous raconte depuis le début, pas depuis ce dimanche d'octobre, depuis bien avant, depuis Delphine. Je m'appelle Geneviève Marchais. J'ai eu 69 ans en septembre 2022. Pendant 38 ans, j'ai été institutrice à l'école primaire Jules Vallès du 17e arrondissement de Paris. 38 ans à enseigner le calcul, la lecture, la conjugaison, à des enfants qui ne savaient pas encore que le monde pouvait être difficile. 38 ans de rentrée de septembre avec leurs odeurs de papier neuf et de craie, de fin de juin avec leurs cahiers de dessin offerts en cadeau, de voix qui chevrotent quand on essaie d'expliquer les fractions à un enfant de 7 ans qui préférerait être dehors. J'ai pris ma retraite à 62 ans, en 2015, avec 164 trimestres cotisés. Ma pension s'élevait à 1 700 € par mois, pas une fortune. Suffisant, largement, pour une femme seule dans un appartement dont j'étais propriétaire depuis 1986. Cet appartement, voilà le cœur de tout. 82 mètres carrés au 4e étage d'un immeuble haussmannien de la rue Legendre, à 2 pas du marché des Batignolles. Je l'avais acheté seul, après le départ de mon mari, en 1986, pour 82 000 francs, soit à peu près 12 500 € en valeur actuelle. En 2022, un appartement comme le mien dans ce quartier valait entre 420 000 et 450 000 €. J'avais les estimations des agences immobilières dans un tiroir. Je les gardais depuis des années, sans bien savoir pourquoi. L'instinct, peut-être. Bertrand est mon fils aîné. Il a eu 44 ans en 2022. Cadre commercial dans une société de logiciels RH, basée à Paris, marié depuis 17 ans à Delphine, 2 enfants en bas âge. C'est un homme qui ressemble à ce qu'il croit devoir être plus qu'à ce qu'il est vraiment. Il parle fort, il décide vite, il s'excuse rarement. Enfant, il pleurait en cachette et prétendait le lendemain qu'il n'avait pas pleuré. Il n'a pas tellement changé. Nathalie est ma cadette, elle a 40 ans. Elle est graphiste, en freelance, et elle vit dans un appartement du 11e arrondissement avec un homme prénommé Karim, qu'elle me présente depuis 3 ans comme son compagnon mais qu'elle n'a jamais amené à un repas de famille. Elle est plus douce que Bertrand, ou du moins c'est ce que je croyais. On apprend des choses. Delphine. Voilà le prénom qui change tout dans cette histoire.
Delphine Morel-Fauchard, 42 ans en 2022, originaire de Bourges, diplômée d'une école de commerce parisienne en 1999, directrice des opérations dans une start-up de fintech. Mince, précise, toujours vêtue de nuances de gris et de marine, les cheveux coupés au carré avec une rigueur géométrique. Elle sourit comme on signe un document. Elle vous regarde comme on évalue un actif. Quand Bertrand me l'a présentée pour la première fois, c'était en 2005. Un dîner dans mon appartement, un dimanche soir de novembre. Il pleuvait dehors, je m'en souviens, une pluie fine qui tambourinait sur les volets fermés. J'avais préparé un gratin dauphinois parce que j'avais demandé à Bertrand ce qu'elle aimait et qu'il m'avait dit qu'elle mangeait de tout. Elle a picoré le gratin en disposant les tranches de pommes de terre sur le côté de son assiette comme on trie des pièces à jeter. Et elle a dit, avec ce sourire de brochure, « C'est délicieux, Geneviève, vraiment délicat. » Ce n'était pas un compliment, c'était une façon de finir le sujet. Ce soir-là, je n'ai pas su mettre des mots sur ce que j'avais ressenti. Une légère résistance, quelque chose d'imperceptible qui m'avait rendu l'air un peu plus difficile à respirer. Je l'avais mis sur le compte de la nervosité d'une première rencontre, sur ma propre anxiété de mère qui veut plaire à la femme de son fils. J'avais tort. Ce que j'avais senti était réel. Mais il me faudrait encore 15 ans pour comprendre pourquoi. Delphine vient de ce qu'elle appelle une famille modeste de province, ce qui dans sa bouche est moins une description qu'un aveu qu'elle fait le moins souvent possible. Son père tenait une quincaillerie à Bourges. Sa mère était aide-soignante dans un établissement de long séjour. Elle a obtenu son bac avec mention, décroché une bourse pour une prépa à Orléans, puis réussi le concours d'une grande école de commerce parisienne à 20 ans. Elle a mis un point d'honneur, toute sa vie adulte, à ne rien laisser filtrer de cette origine. Elle s'était construite une persona de parisienne cultivée, au niveau de langage chirurgicalement travaillé, aux références culturelles millimétrées, à l'assurance de quelqu'un qui n'a jamais eu à douter. Mais dans les moments de tension, une prononciation trahissait parfois l'enfant du centre. Et dans les moments de victoire, une petite lumière mauvaise s'allumait dans ses yeux qui n'avait rien à voir avec la culture ou la sophistication. C'était quelque chose de plus ancien. La satisfaction de celui qui a attendu longtemps pour prendre ce qui lui revenait. Ce schéma, je ne le comprends pleinement que maintenant. À l'époque, je voyais seulement une femme froide. Je ne voyais pas encore le mécanisme. Les premières manœuvres ont été tellement progressives que je doutais de ma propre perception. Pendant les 5 premières années de leur mariage, Delphine était présente au repas de famille, mais légèrement absente, comme une invitée polie qui attend que la soirée se termine. Pas hostile, juste distante. En 2010, quelque chose a changé. Bertrand a accepté un poste à responsabilité plus importante qui l'emmenait en déplacement plusieurs fois par mois. Delphine a commencé à appeler seule. D'abord pour des questions pratiques, les enfants étaient petits et il y avait des questions de garde, de pédiatre, des petites choses. Puis elle a commencé à me demander mon avis sur des décisions qui concernaient le foyer. Puis elle m'a demandé d'aider financièrement pour quelques dépenses imprévues. 3 000 € pour réparer une fuite dans leur appartement de Levallois-Perret. Puis 4 000 pour les frais d'hospitalisation du petit Mathieu que la mutuelle ne couvrait qu'en partie. Je donnais. J'étais sa belle-mère. C'est ce qu'on fait. C'est en 2012 que j'ai entendu pour la première fois la phrase qui allait revenir, sous différentes formes, pendant 10 ans. C'était un déjeuner de dimanche dans mon appartement. J'avais mentionné, sans y attacher d'importance, que ma voisine du 3e, Madame Thiebaud, était venue prendre le café avec moi la veille et que nous avions parlé jusqu'à 19 h. Delphine m'avait regardé avec cet air de préoccupation médicale qu'elle avait commencé à adopter, et elle avait dit, doucement, comme si elle me protégeait de quelque chose, « Geneviève, vous n'avez pas eu l'impression que vous lui avez peut-être trop dit de choses personnelles? C'est que les voisins, dans votre immeuble, ça peut être des gens très comètes, mais on ne sait jamais vraiment. » Bertrand m'a dit la même chose 2 jours plus tard, au téléphone. Le même mot, commère, la même préoccupation, comme s'ils avaient répété ensemble. Madame Thiebaud était infirmière à la retraite. Elle vivait seule depuis que son mari était décédé en 2008 et nous prenions le café ensemble depuis 20 ans. Après cette conversation, j'ai commencé à hésiter avant de l'inviter. Pas tout de suite. Mais quelque chose s'était installé. Un doute, une légère méfiance de moi-même. C'est cela, le mécanisme. Pas les grands fracas, les petits doutes bien placés. En 2015, l'année de ma retraite, Delphine m'a proposé quelque chose qui m'avait semblé raisonnable.
Bertrand et elle envisageaient d'acquérir une résidence secondaire en Normandie, dans le pays d'Auge, une maison de bourg qu'un notaire leur avait signalée à 130 000 €. Ils n'avaient pas tout l'apport. Si j'investissais 50 000 € dans cet achat, m'avait expliqué Delphine avec ses graphiques et ses tableaux Excel, je serais associé à hauteur de 38% dans la SCI qu'il créerait pour l'acquisition. Une SCI familiale. Rien de compliqué. Le notaire, qu'elle avait choisi, s'appelait Maître Fontaine. Il était établi à Caen et gérait les affaires de sa famille depuis des années, avait-elle dit. J'avais signé. 50 000 € de mon épargne de toute une vie versée dans cette SCI dont je n'avais lu les statuts que diagonalement, parce que Delphine m'avait dit que c'était du standard, rien que du standard, et que Maître Fontaine était très sérieux. 2 ans plus tard, j'ai découvert, en relisant les statuts lors d'un rangement de papier, que les décisions de la SCI étaient prises à la majorité des parts, et que Bertrand et Delphine détenaient ensemble 62% de celle-ci. Ce qui signifiait qu'ils pouvaient, à tout moment et légalement, prendre n'importe quelle décision concernant la maison sans mon accord, y compris la vendre, y compris changer les conditions de mon accès, y compris voter une dissolution qui me rembourserait à leur convenance. J'ai mentionné cela à Bertrand. Il m'a répondu que j'exagérais, que c'était une SCI familiale, qu'on ne faisait pas ça entre nous, que je dramatisais toujours tout. Le mot « dramatiser », je l'ai entendu souvent. Comme s'il avait un son spécial, quand c'est votre propre fils qui le prononce. Mais je m'en souviens. Je l'ai mis quelque part, dans ma tête, dans une partie où je range les choses que je n'oublie pas. Si vous trouvez que cette histoire commence à vous toucher quelque chose, je vous demande de rester jusqu'à la fin. Parce que ce que j'ai fait ensuite, beaucoup de gens m'ont dit que c'était impossible, que je n'aurais pas pu, que les femmes de mon âge ne font pas ça. Cliquez sur le bouton pour vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore inscrit et laissez un like si vous voulez que ces histoires continuent à être racontées. Ce qui arrive dans la suite, personne dans ma famille ne l'avait prévu. Moi, si. En 2017, Delphine a commencé à parler de procuration. Mon état de santé était bon, mais j'avais eu un épisode de vertige en mai, diagnostiqué comme bénin par mon médecin traitant, le docteur Salaün, qui me suivait depuis 30 ans dans son cabinet de la rue des Dames. 2 vertiges en 1 mois, pas plus. Delphine en avait fait un dossier médical. Elle avait appelé le docteur Salaün, sans me le dire d'abord, pour lui poser des questions sur mon état général. Il m'avait appelé pour m'en informer, légèrement gêné, parce que c'était ma belle-fille qui avait appelé, et non moi. Ce détail m'avait frappé, pas alarmé. Frappé. La procuration, m'avait-elle expliqué lors d'un café dans son bureau de Levallois un jeudi matin, était une mesure de précaution normale que toutes les personnes de mon âge devraient envisager. Rien de définitif. Juste pour les situations où je ne pourrais pas me déplacer, pour gérer certains actes administratifs, payer des factures si j'étais hospitalisé. Bertrand avait acquiescé à côté d'elle avec ce regard qu'il avait quand il ne savait pas quoi penser, mais qu'il voulait paraître d'accord. J'avais dit que j'allais réfléchir. C'était la première fois que je disais que j'allais réfléchir au lieu de dire oui. Delphine avait hoché la tête avec ce sourire de dossier accepté. Mais elle avait eu une fraction de seconde de quelque chose dans le regard. De recalcul. J'en ai parlé ce soir-là à Yvonne. Yvonne Baudet, mon amie depuis 30 ans, institutrice comme moi, à la retraite depuis 2017 également. Elle habitait rue Brochamp, à 10 minutes à pied de chez moi. Nous nous voyions tous les jeudis pour marcher dans le parc Monceau. Elle m'avait écouté sans m'interrompre, ce qui est la chose la plus précieuse qu'une amie puisse faire, et à la fin, elle avait dit « Geneviève, je me trompe peut-être, mais une belle fille qui appelle ton médecin avant toi, ça mérite d'être regardée de près. Je n'ai pas signé la procuration. » 2 semaines après ce refus, Bertrand m'a appelé pour me dire qu'il était désolé que je me sente mise sous pression, que Delphine voulait seulement bien faire, que j'avais peut-être mal interprété la situation. Ce n'étaient pas des excuses, c'était de la gestion. La différence est immense. En 2019, les choses ont accéléré. Delphine a commencé à évoquer, avec une régularité qui ne laissait aucun doute sur son caractère planifié, la question de mon appartement. Pas directement. Jamais directement, par des angles obliques. Elle mentionnait des articles sur les personnes âgées qui tombent dans les escaliers d'immeubles sans ascenseur. Elle me parlait de la fatigue que représentait la gestion d'un appartement en copropriété, la participation aux assemblées générales, les appels de charges, les travaux imprévus. Elle mentionnait des résidences services pour seniors, avec une légèreté calculée,
comme si l'idée lui venait à l'instant. Elle parlait de voisins qui avaient vendu au bon moment et qui n'avaient plus ces soucis. Une fois, en novembre 2019, lors d'un dîner chez eux à Levallois, elle avait dit devant tout le monde, ses enfants, Nathalie qui était là ce soir-là, Bertrand, comme si c'était une pensée légère et sans conséquence. « Tu sais, Geneviève, si tu vendais l'appartement maintenant, tu aurais de quoi te mettre très à l'aise pour le reste de ta vie. Et Bertrand et moi, on pourrait te trouver quelque chose de beaucoup plus pratique, sans escalier, dans un quartier calme. » J'avais regardé Nathalie. Elle regardait son assiette. Cette nuit-là, rentrée chez moi dans l'appartement que je n'avais pas vendu, je me suis assise dans le fauteuil qui donnait sur la cour intérieure et j'ai pensé très clairement, pour la première fois sans me censurer, « Ils veulent mon appartement. Ils l'ont toujours voulu. Tout le reste n'est que le chemin pour y arriver. » Cette pensée ne m'a pas brisée. Elle m'a mise en mouvement. Le lendemain matin, au lieu d'aller chercher ma baguette habituelle à la boulangerie Dupré de la rue des Dames, je suis passée devant le café de la mairie, j'ai commandé un café allongé, je me suis assise à la terrasse malgré le froid de novembre et j'ai pris une feuille de papier dans mon sac. J'ai écrit la date, j'ai noté les faits, la SCI, la procuration refusée, le coup d'appel chez le docteur Salaün, les mentions répétées de la vente, le dîner de la veille, et j'ai noté aussi les témoins potentiels. Madame Thiebaud au 3e, Yvonne, le docteur Salaün lui-même. Ce cahier a commencé ce matin-là, un cahier d'écolier à spirale, couverture bleue, que j'ai acheté au Monoprix de la rue de Lévis en rentrant. Je l'ai appelé intérieurement mon cahier de bord. J'ai commencé à y noter tout, avec les dates, avec les heures, avec les mots exacts quand je m'en souvenais. Ce cahier bleu a été la première pierre de ce qui allait venir. En 2020, le confinement m'a isolée. Comme beaucoup de personnes âgées, j'ai eu des semaines difficiles entre les 4 murs de mon appartement. Bertrand appelait 2 fois par semaine, conversations courtes et pratiques. Delphine envoyait des messages avec des liens vers des articles sur la vulnérabilité des personnes âgées face au Covid, des articles sur les complications respiratoires chez les seniors, des statistiques de mortalité dans les catégories d'âge au-dessus de 65 ans. Je ne savais pas alors si c'était de la sollicitude mal calibrée ou quelque chose d'autre. Maintenant, je sais. Nathalie, elle, ne me contactait que rarement. Quand elle le faisait, c'était pour me demander si j'allais bien, sans vraiment attendre la réponse. J'entendais dans sa voix quelque chose que je ne savais pas encore nommer. De la gêne, peut-être, ou de l'anticipation. En juin 2020, Delphine m'a présenté un document. Elle était venue seule ce jour-là, Bertrand étant en visioconférence professionnelle. Elle avait posé sur ma table basse un document d'une 12aine de pages, avec l'entête du cabinet de Maître Fontaine à Caen. Il s'agissait, m'avait-elle expliqué avec son sourire méthodique, d'une donation entre vifs. Je donnerais mon appartement à Bertrand de mon vivant. L'avantage fiscal était considérable. J'aurais un droit d'usufruit à vie, ce qui signifiait que je pourrais continuer à habiter l'appartement jusqu'à ma mort. C'était, m'avait-elle dit, ce que font les gens prévoyants pour éviter les droits de succession. Je lui ai demandé combien de temps j'avais pour réfléchir. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas d'urgence, que ce n'était qu'une proposition, qu'elle laissait les documents pour que je puisse les lire tranquillement. Elle est partie. J'ai pris les documents. Et au lieu de les lire, j'ai appelé le lendemain matin Maître Brigitte Lancel, avocate spécialisée en droit de la famille, dont j'avais trouvé les coordonnées dans les pages jaunes et dont une ancienne collègue m'avait dit du bien des années plus tôt. Son cabinet était situé au 5e étage d'un immeuble de la rue de la Victoire, dans le 9e arrondissement, avec une vue sur les toits et une odeur de café et de papier imprimé qui m'avait immédiatement rassurée. Maître Lancel était une femme de 55 ans, cheveux courts, poivre et sel, regard direct. Elle a lu les documents pendant 10 minutes en silence. Puis elle a posé les papiers sur son bureau et m'a dit, sans préambule, Madame Marchais, cette donation-là, dans ce contexte-là, et avec cette structure de SCI existante, j'aurais des questions sérieuses à poser. Est-ce que vous me permettez de garder ces documents quelques jours ? Je le lui ai permis. Maître Lancel m'a rappelé 5 jours plus tard. Sa voix était calme et professionnelle, mais j'ai entendu quelque chose derrière la neutralité. Elle m'a expliqué que les statuts de la SCI comportaient une clause qui permettait, sous certaines conditions, à la majorité des associés de racheter les parts de la minorité à une valeur déterminée par voie d'expertise. Ce que cela signifiait concrètement, m'avait-elle dit,
c'est que si vous signez cette donation et que vous intégrez l'appartement dans la SCI, comme certains passages du document le laissent entendre, vous pourriez vous retrouver dans une position où vos 50 000 € d'apport initial et votre droit d'usufruit valent beaucoup moins que ce que vous imaginez. Je vous conseille de ne pas signer. Et de venir me voir pour que nous parlions de ce que vous souhaitez faire de votre patrimoine à moyen terme. Je ne l'ai pas signé. Et je suis retournée voir Maître Lancel. Cette fois, je suis venue avec mon cahier bleu. Elle a lu. Elle a pris des notes sur son propre bloc-notes. À la fin, elle m'a dit « Madame Marchais, ce que vous avez là ne suffit pas encore pour engager une procédure, mais si la situation évolue dans la direction que vous décrivez, vous serez mieux préparé que la plupart. Continuez à noter. Date, heure, mots exacts. Et si jamais un document vous est soumis à signer, vous m'appelez avant. » Je suis repartie du 9e arrondissement ce jour-là avec quelque chose que je n'avais pas eu depuis longtemps. Pas de la colère, pas de la tristesse, de la clarté. En 2021, j'ai appris par Madame Thiébaut, qui avait rencontré Yvonne à une conférence de l'Amicale des retraités de l'Éducation nationale, que Bertrand avait posé à Yvonne des questions sur ma santé, sur mes habitudes, sur si j'étais parfois confuse ou si j'oubliais des choses. Yvonne lui avait répondu que Geneviève était la personne la moins confuse qu'elle connaisse et que si lui avait des inquiétudes, le meilleur interlocuteur était sa mère elle-même. Elle me l'avait raconté avec cette précision chirurgicale qui est la sienne. J'avais noté dans mon cahier date, lieu, mots exacts. En janvier 2022, Bertrand et Delphine sont venus dîner chez moi. Ils avaient apporté une bouteille de Bordeaux, un Saint-Émilion grand cru, qui m'avait paru légèrement excessif pour un dîner ordinaire. J'avais préparé un pot-au-feu que le froid de janvier appelait naturellement. Nous avions mangé presque normalement, jusqu'au dessert, quand Delphine avait posé une enveloppe sur la table entre les tasses de café. À l'intérieur, il y avait un document d'une association que je ne connaissais pas, accompagné d'un formulaire médical. Delphine avait commencé à expliquer avec sa voix la plus douce que des amis qui avaient vécu la même situation avaient eu beaucoup de bien à dire de cet établissement, que c'était une résidence médicalisée de qualité, que l'emplacement était excellent, que les tarifs étaient couverts pour une large part par l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, et que vu l'état de santé de ma jambe gauche qui me causait des douleurs depuis le mois de novembre, c'était peut-être le bon moment pour envisager un environnement plus adapté. Je n'avais pas de problème avec ma jambe gauche. J'avais eu une douleur musculaire en novembre après une longue randonnée avec le groupe du jeudi. Elle avait disparu en décembre. J'avais regardé Bertrand. Il regardait la table. J'avais regardé l'enveloppe. Puis je l'avais glissée dans ma poche et j'avais dit, avec la voix la plus calme que j'avais, « Merci, je vais regarder ça. » Et j'avais changé de sujet. Bertrand m'avait paru soulagé. Delphine m'avait regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la surprise. Elle s'était attendue à de la résistance ou à de l'acceptation, pas à de l'indifférence calculée. Ce soir-là, après leur départ, j'avais noté dans mon cahier. Et j'avais pris une décision que je n'avais encore dite à personne. Quand cette histoire se terminerait, elle se terminerait à mes conditions, pas aux leurs. Maître Lancel m'avait expliqué, lors d'une de nos réunions de fin d'après-midi, dans son bureau du 9e, que le droit français offrait plusieurs instruments aux personnes qui se trouvaient dans ma situation. La révocation d'une procuration, si j'en avais signé une, pouvait se faire à tout moment et prendre effet immédiatement une fois notifiée. Une donation entre vifs extorquée sous pression pouvait faire l'objet d'une action en réduction, voire en nullité, si on pouvait démontrer le vice du consentement. La plainte pour abus de confiance ou pour escroquerie devant le procureur de la République était possible si les faits le justifiaient. Et la curatelle ou la tutelle que des proches cherchent à déclencher pour prendre le contrôle des actes d'une personne âgée pouvait être combattue devant le juge des tutelles avec des preuves suffisantes que la personne était parfaitement capable de gérer ses propres affaires. J'avais tout noté, sur un cahier séparé celui-là, un cahier rouge, les instruments légaux, les délais, les recours. Maître Lancel me les expliquait avec une patience que j'appréciais infiniment. Elle m'avait dit un jour que j'étais son cliente la plus préparée depuis des années. Je n'avais pas su si c'était un compliment ou une façon de dire que la situation était grave. C'était les deux. Le dimanche d'octobre 2022, la promenade, la route sans nom, la bâtisse grise, l'odeur d'antiseptique, les pensées violettes dans les jardinières. Et moi, 69 ans,
Debout devant ce bâtiment qui allait devenir ma prison temporaire, qui pleurait non pas parce que j'avais peur, mais parce que quelque chose de très profond venait de confirmer ce que je savais depuis des années. Ma famille m'avait décidé sans moi, comme un meuble qu'on déplace. Mais je portais dans mon sac à main, ce dimanche-là, quelque chose que personne ne savait que j'avais. Le numéro de téléphone de Maître Lancel. Le nom et l'adresse d'un huissier de justice du 17e arrondissement, Maître Delourmel, à qui j'avais déjà parlé au téléphone 2 semaines plus tôt, et une enveloppe scellée que j'avais confiée à Yvonne 10 jours avant, avec pour instruction de l'ouvrir si elle n'avait pas de mes nouvelles dans les 2 semaines à venir. Je n'ai rien dit quand ils m'ont conduite dans la chambre. Une chambre de 12 mètres carrés, au premier étage, avec une fenêtre qui donnait sur un parking. Un lit médicalisé, une armoire blanche, un tableau décoratif représentant une lavande de Provence accrochée sur le mur beige, l'odeur permanente de plastique chaud et de repas réchauffés. J'ai posé mon sac sur le lit. Bertrand a bredouillé quelque chose sur le dîner qui était à 18h30 et sur le fait que je trouverais sûrement plein de personnes très intéressantes ici. Delphine a regardé sa montre. Nathalie m'a pris la main avant de partir. Elle avait les yeux brillants. Je ne lui ai pas rendu la pression de sa main. Ils sont partis à 16h45. J'ai entendu la voiture démarrer dans le parking. J'ai attendu que le son du moteur disparaisse. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Yvonne. « N'ouvre pas l'enveloppe. Je suis à l'adresse que je t'ai donnée. Je t'expliquerai tout. Mais je vais avoir besoin de toi. » Yvonne a répondu sans hésitation. « Je sais. J'ai déjà regardé l'adresse sur la carte. Je suis là demain matin à 9h. » J'ai posé le téléphone. J'ai regardé le tableau de lavande sur le mur. J'ai pensé à mon appartement rue Legendre, à la lumière de fin d'après-midi qui entrait par les fenêtres, sur le parquet légèrement gondolé du salon, à l'odeur de vieux papier et de café mêlé qui était l'odeur de ma vie depuis 36 ans. J'ai pensé à tout ce que j'avais construit, à tout ce que j'avais noté, à tout ce que j'avais préparé. Et pour la première fois depuis des années, j'ai souri. Vraiment. Yvonne est arrivée à 9h05 le lendemain matin avec 2 cafés dans des gobelets thermos achetés dans une boulangerie du bourg, une baguette et des mini-croissants dans un sachet en papier brun. Elle s'est assise sur l'unique chaise de ma chambre et m'a regardée avec ses yeux de femme qui s'est écoutée depuis 30 ans. Je lui ai tout raconté, chronologiquement. Les cahiers, Maître Lancel, Maître Delourmel, le plan que j'avais dans la tête depuis octobre 2021. À la fin, elle a bu une gorgée de café et elle a dit « Alors on commence par quoi ?» « On commence par l'appartement », j'ai répondu. Le soir même du dimanche où il m'avait déposé, avant de dormir, j'avais envoyé depuis mon téléphone un message à Maître Lancel, à qui j'avais déjà donné des instructions précises par écrit lors de notre dernière réunion. Le message contenait 2 mots convenus entre nous. Situation confirmée. Elle savait ce que ça signifiait. Le lendemain matin, pendant qu'Yvonne était avec moi dans ma chambre, Maître Lancel déposait au greffe du tribunal judiciaire de Paris une requête en mesure conservatoire concernant mon appartement de la rue Legendre, appuyée sur les éléments de mon cahier bleu, et sur un courrier du docteur Salahune, attestant de mon plein état de lucidité et de ma capacité à gérer mes propres affaires. Simultanément, une lettre recommandée avec accusé de réception était expédiée à Bertrand et Delphine, les informant que tout acte d'administration ou de disposition concernant mon appartement, dans l'état actuel de la situation, serait susceptible d'être contesté devant la justice. 3 jours après mon arrivée dans cet établissement, mes enfants recevaient aussi une lettre de Maître Delourmel, l'huissier de justice, leur signifiant qu'un constat avait été dressé concernant les conditions dans lesquelles j'avais été conduite dans cet établissement et que ce constat était versé à mon dossier juridique. Bertrand a appelé. J'ai laissé sonner. Delphine a appelé. J'ai laissé sonner. Nathalie a envoyé un message. « Maman, je ne comprends pas ce qui se passe. Rappelle-moi s'il te plaît. » Je n'ai pas répondu. J'avais des choses à faire. Dans les jours qui ont suivi, depuis ma chambre au premier étage avec la fenêtre sur le parking, j'ai construit le reste de ce qui allait venir. Yvonne venait tous les matins et repartait l'après-midi. Elle apportait des documents de mon appartement que j'avais placés dans un carton chez elle des semaines plus tôt, des relevés de compte, des copies de statuts de la SCI, des tableaux récapitulatifs que j'avais préparés avec les dates, les montants, les faits. Elle m'apportait aussi des nouvelles de l'immeuble, des informations que j'avais besoin d'avoir. Madame Thiébaut avait été interrogée par Bertrand 2 jours après mon départ, qui lui avait dit que j'avais décidé de mon propre chef d'aller en résidence médicalisée pour quelques mois de récupération.
Madame Thiebaud, à qui j'avais parlé au téléphone depuis l'établissement, savait que c'était faux. Elle était prête à rédiger une attestation. Maître Lancel m'appelait tous les 2 jours. Le dossier avançait. Les mesures conservatoires avaient été accordées. L'appartement de la rue Legendre était gelé pour toute transaction. Personne ne pouvait le vendre, l'hypothéquer ou en modifier le statut sans l'autorisation du tribunal. Et puis, il y avait eu cette chose que Maître Lancel avait découverte en examinant les relevés de compte que je lui avais transmis. Une chose à laquelle je n'avais pas pensé moi-même. En 2020, pendant le confinement, j'avais signé un document que Delphine m'avait présenté comme un mandat de gestion locative pour la maison de Normandie, qui était vacante pendant la période. Ce document, que j'avais signé en pensant qu'il concernait uniquement la gestion de la location saisonnière, comportait en réalité une clause additionnelle qui m'autorisait à percevoir les loyers, mais aussi à engager des dépenses au nom de la SCI jusqu'à un certain montant. Ce n'était pas moi qui avais engagé ces dépenses. Dans les relevés de compte de la SCI, il y avait des virements réguliers vers un compte dont l'identité du titulaire n'était pas immédiatement visible. Maître Lancel avait demandé à un expert comptable de regarder ça de plus près. Ce qu'il avait trouvé avait rendu le dossier beaucoup plus sérieux. Entre juin 2020 et juin 2022, exactement 27 400 € avaient été virés depuis le compte de la SCI vers un compte au nom d'une société dont Delphine était la gérante, une micro-entreprise de conseil en gestion patrimoniale créée en 2019, qui ne figurait nulle part dans ses déclarations à moi concernant notre relation financière. Cette société facturait à la SCI des prestations de conseil qui n'avaient fait l'objet d'aucun accord ni d'aucun contrat formalisé avec les 3 associés. Ce qui était, me l'avait expliqué Maître Lancel avec une précision clinique, constitutif d'un abus de confiance au sens de l'article 313.1 du Code pénal français. 27 400 €. Une partie de l'argent que j'avais mis dans cette SCI, reversé dans la poche de Delphine via une structure que j'ignorais totalement. J'avais lu ce relevé dans ma chambre au 1er étage, avec la fenêtre sur le parking. L'odeur de plastique chaud était là comme toujours. Et j'avais senti quelque chose que je ne savais pas encore si c'était de la tristesse ou de la satisfaction froide. C'était de la satisfaction froide. Je le reconnais maintenant sans honte. J'avais eu raison depuis le début. Et j'avais les preuves pour le démontrer. Les semaines dans l'établissement n'étaient pas toutes difficiles. Je mangeais aux horaires imposés. J'assistais aux activités que je jugeais intéressantes et j'évitais celles que je jugeais déprimantes. Je lisais beaucoup dans ma chambre. Je parlais avec quelques résidents, dont une femme de 72 ans prénommée Marguerite, qui avait été contrôleuse des impôts à Lyon et qui n'avait rien perdu de sa vivacité. Je ne me plaignais pas. Mais je préparais. Maître Lancel avait aussi retrouvé la trace d'une ancienne compagne de Bertrand, prénommée Sophie, que mon fils avait fréquentée pendant 3 ans, avant de rencontrer Delphine. Yvonne avait eu son contact par une connaissance commune. Sophie habitait maintenant Bordeaux, dans le quartier des Chartrons. Elle avait accepté de parler à Maître Lancel au téléphone. Ce qu'elle avait raconté n'était pas surprenant. Progressivement coupée de ses amis, mise en situation de dépendance financière par Bertrand qui gérait leurs dépenses communes, interrogée sur ses conversations privées avec des membres de sa famille, culpabilisée de façon systématique quand elle manifestait le moindre doute. Le schéma était le même. La main qui tenait les fils était la même. Sophie avait accepté de rédiger une attestation écrite pour le dossier. Il y avait autre chose. Une cousine de Delphine, Isabelle, qui vivait à Strasbourg dans le quartier de la Neustadt et que Delphine avait coupée de sa vie après son mariage avec Bertrand. Isabelle avait contacté Maître Lancel d'elle-même, après avoir appris par un réseau de connaissances communes qu'une procédure était engagée. Elle voulait témoigner. Elle aussi avait vu le mécanisme. Elle aussi avait été mise à distance quand elle avait posé des questions. Elle aussi avait reconnu, dans ce qu'elle avait observé chez Delphine depuis l'enfance, le schéma d'une personne qui n'avait jamais appris à obtenir ce qu'elle voulait autrement qu'en manipulant. Isabelle avait dit à Maître Lancel quelque chose que la maître m'avait répété mot pour mot au téléphone un soir de novembre. Elle a dit que Delphine savait exactement ce qu'elle faisait, qu'elle l'a toujours su, et qu'elle avait choisi de continuer. Ce n'est pas de la maladie. Ce n'est pas de l'inconscience. C'est un choix fait chaque jour, avec chaque victime. J'avais noté dans mon cahier rouge. En novembre 2022, 1 mois après mon arrivée dans l'établissement, Bertrand est venu me voir seul, sans Delphine.
Il avait l'air défait, fatigué, comme quelqu'un qui n'a pas bien dormi depuis des semaines. Il s'est assis sur l'unique chaise de ma chambre, là où Yvonne s'asseyait chaque matin. Il a gardé son manteau. Il m'a regardé et il a dit « Maman, je ne comprends pas ce que tu as enclenché. Delphine est bouleversée, on reçoit des courriers d'avocats, des lettres d'huissiers, il y a des blocages sur les comptes, c'est n'importe quoi, on ne peut pas en parler ?» Je l'ai regardé. Il avait le même regard que quand il était enfant et qu'il avait cassé quelque chose et qu'il cherchait le visage qui allait lui dire que ce n'était pas grave. Ce visage n'allait pas être le mien ce jour-là. J'ai dit « Bertrand, tu m'as amené ici sans me demander mon avis. Tu as signé des documents d'admission avant de me parler. Vous avez planifié tout ça pendant des mois. Tu es au courant de ce que fait Delphine avec l'argent de la SCI ?» Il a dit qu'il ne savait pas de quoi je parlais. J'ai dit « Alors tu ferais